Eh ben, en tout cas, merci beaucoup de m'accueillir, aussi bien la mêlée, puis vous d'avoir tout organisé, de monter enfin, de faire vivre ce meet-up là. En tout cas, c'est extra, c'est vraiment extra. Je suis très contente de pouvoir partager avec la communauté produit aujourd'hui à Toulouse. Donc moi, je viens vous parler retour d'expérience sur la mise en place d'une orga produit dans une startup de la medtech. Donc moi, je suis dans une startup de la medtech. La startup dans laquelle je suis, c'est Medexprime. Et Medexprime, on travaille sur la donnée de santé. Pourquoi la donnée de santé? À quoi ça sert? En fait, juste, vous avez besoin de comprendre un tout petit peu le produit. Enfin, comment dire? J'ai envie d'introduire un peu le produit pour que vous ayez une idée en place derrière de quand on discute organisation au niveau de quel est l'impact avec le produit sur lequel nous on travaille. Mais ça, enfin voilà, évidemment, ça peut s'appliquer un peu partout. Et donc ici, moi, Medexprime, on fait donc de la donnée de santé. De la donnée de santé, là, si je vais sur un cas, enfin, tout le monde, hein, quand on se retrouve avec, à être malade, on va à l'hôpital, on va voir un spécialiste, et le spécialiste, il va essayer d'appliquer les meilleurs protocoles de soins qui existent, etc. Donc, il y a un suivi individuel du patient qui est super. On est très, très bien. Là, on est en France, en plus, au niveau de recherche, il n'y a pas de souci, on est super bien. Par contre, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que derrière, c'est de la donnée qui est individuelle. Et il n'y a que dans, il n'y a que dans 15% des cas, les essais cliniques, où cette donnée au niveau du patient, on va essayer de la voir dans sa globalité. Est-ce que tous les patients qui reçoivent ce traitement-là, est-ce qu'ils ont les mêmes effets secondaires? Est-ce que ça marche bien, ça ne marche pas, etc. Ça, on le regarde que dans un petit lot de patients. Donc, au final, il y a 85% des données médicales, des données hospitalières, où on ne va pas les regarder si, en fait, tous les gens qui ont un cancer du sein et qui sont traités d'abord par radiothérapie et qui appliquent telle crème, machin, truc bidule sur ils ont les mêmes effets secondaires ou pas. On ne regarde pas. On regarde que quand on est dans un protocole de recherche particulier dans les essais cliniques. Donc là, l'idée de moi, de mon entreprise, nous, on vient aider là-dessus à se dire, toutes ces données, elles sont pertinentes, elles sont intéressantes pour la recherche aussi bien dans les établissements de santé, la recherche au niveau académique, enfin voilà, au niveau des universités européennes, etc. Et la recherche au niveau des industriels aussi. Tout le monde a besoin de ces données-là. Et donc, avoir ces données disponibles, c'est le top. Donc, nous, on a une solution qui permet d'aller sur les sites, d'agréger la donnée, de l'anonymiser, de la rendre disponible pour la recherche. Donc, voilà, en gros, ce qu'on fait. Et là-dedans, c'est une start-up. Donc, j'avais envie, moi, de revenir sur le côté orga, quand même. On est ici pour parler plutôt orga produit. Une petite start-up qui démarre, ça démarre avec des bonnes idées, d'accord? Donc, des bonnes idées. Là, moi, dans le cas que je décris, c'est notre cas particulier. Je suis là pour faire le retour d'expérience. Donc, voilà, je parle de notre cas particulier, puis on en discutera après de savoir si vous vous y retrouvez ou pas. Mais donc, c'est une fondatrice, un développeur, des bonnes idées. Qu'est-ce qu'on fait? On va les développer. Une fondatrice qui a des compétences en biomédical, donc c'est se dire, moi je sais qu'aller chercher les images, les données d'imagerie dans les hôpitaux, c'est super compliqué, c'est un serveur à part, machin, et les récupérer en lot et ça. Moi je pense qu'il y a une vraie opportunité là-dessus, donc elle est partie là-dessus. Je sais aller rechercher, requêter des données, les extraire en lot, les anonymiser, machin, et donc elle est partie. C'est top. Derrière, une fois qu'on a eu une bonne idée de produit, un peu de commercial, d'accord, qui arrive et qui se dit, comment le business model derrière, qu'est-ce qu'on en fait? Et puis comme ça, petit à petit, ce qui s'est passé dans l'entreprise, c'était de se dire, d'abord, ils ont recruté des gens plutôt multicasquettes, qui savaient un peu faire de tout, qui étaient là, qui ont fait du dev et du produit, du chef de projet, du support, voilà, que des gens un peu multicasquettes. Ensuite, ce qui s'est passé, l'étape suivante, c'est on s'est dit, maintenant, on a besoin de gens qui ont vraiment des compétences bien spécifiques. Et donc, on a été chercher plutôt des spécialistes. Des spécialistes, mes bleus, là, c'est du développeur, de la data science, des chefs de projet, mais qui faisaient que ça, en fait. Ça y est, maintenant, on a identifié qu'on a des vrais besoins et des personnes qu'on peut occuper à 100% sur un rôle bien précis. Et puis, tant qu'on y est, maintenant, on se dit, tant qu'à faire, on commence à être nombreux, faisons des équipes. Et donc, voilà, on se retrouve, la première équipe chez nous, ça a été support, chef de projet. Et puis après, on va classer un peu les gens, développeurs, produits, data science, et c'est parti. Et puis c'est parti. Puis après, on se dit, maintenant, comment on fait en fait? Comment on fait pour faire grossir les choses? Comment on fait pour... Est-ce que ça marche? Parce qu'en fait, ça s'est construit, c'était complètement empirique. Ça s'est fait un peu... on a recruté la bonne personne au bon moment qui correspondait à un besoin, mais comment est-ce qu'on construit une entité, des équipes en tant que telles? Ça n'avait pas du tout été réfléchi en fait. Au départ, tout s'est fait naturellement, petit à petit, sans avoir une vraie question de pourquoi est-ce qu'on fait ça et où est-ce qu'on veut aller. Donc ici, c'est pourquoi est-ce qu'on s'est posé des questions sur l'organisation? C'est de se dire, en fait, l'état des lieux, c'était de se dire, on a quand même créé un peu des silos, et chacun son job dans son équipe, et puis comment on fait pour que les gens bossent bien ensemble, collaborent, communiquent.
Quel ownership aussi, parce qu'en fait, on avait une belle équipe produit avec chacun des expertises, mais pas forcément un produit. Enfin, voilà, on avait des experts métiers qu'on avait dit, bon, toi, t'es produit. OK, voilà, un radiologue, par exemple, voilà, moi, je suis dans l'imagerie, un radiologue, quelqu'un qui fait de la napath, anatomopathologie et machin, mais pas forcément comment ils se placent, eux, par rapport aux produits. Donc, les questions des silos, qu'est-ce qu'on veut faire, etc. Ah, il y a de la place devant, vas-y, t'installer. Au niveau donc du produit, on a des experts métiers, mais pas vraiment des gens qui sont product owners, product managers. Et au niveau des développeurs, ils ont été recrutés à chaque fois pour une fonction bien particulière, et donc ils sont presque associés à une fonction ou une fonctionnalité ou un produit, ce que vous pouvez retrouver chez vous aussi. Mais donc on se retrouve avec des gens qui sont vraiment dans une case, et est-ce que c'est la bonne case? Comment on fait pour sortir de cette case, etc. C'est pas simple. Et puis après, donc, se dire, start-up, scale-up, licorne, enfin, vous savez, la totale, là, comme on se dit qu'on va grossir, mais comment on va faire pour grossir? Donc, une fois qu'on a fait ce constat-là, il y a des inspirations on peut retrouver dans la littérature pas mal de choses. Nous, les inspirations, elles ont été réfléchies avec Olivier, qui est là juste dans la salle, qui est intervenu pendant 2 mois dans l'entreprise aussi, avec lequel on a construit un peu comment on allait faire construire cette organisation produit. Et donc, les inspirations sont d'une part sur Team Topology. Si vous voulez savoir des choses sur Team Topology, vraiment, il y a plein de trucs sur Internet. Vous voulez une petite intro, là, il y a Scrum Life, la chaîne YouTube, qui a fait une petite intro qui est vraiment sympa. Le bouquin, il n'est pas très épais, tout ça, vous pouvez y aller. L'idée de se dire, c'est que dans Team Topology, il y a 4 types d'équipes. Ces 4 types d'équipes, c'est le premier, c'est Streamline Team. Et donc, c'est de se dire, en fait, c'est des équipes qui travaillent sur un flux de valeur, sur vraiment une fonctionnalité, la valeur business, la valeur métier qu'on va apporter. Enabling Team, c'est ceux qui vont apporter du support aux autres, coaching, mentorat, etc. Vous imaginez bien que dans une startup, en fait, il n'y en a pas, il faut avoir une certaine taille quand même pour avoir ce type d'équipe. La Complicated Subsystem Team, celle où on dit attention, ça a évité, c'est en dernière limite, parce qu'en fait, c'est l'équipe où, en fait, si on est sur un sujet, elle est pertinente si on est vraiment sur un sujet bien identifié, qui est très complexe, qui est nécessité par d'autres équipes, style, je ne sais pas moi, la définition d'un dictionnaire, quelque chose qui est vraiment, en tant que tel, on n'arrive pas à se dire, bon, le flux de valeur, il est là, mais ça, tout le monde, on en a besoin. Mais il ne faut pas que ça se devienne de se dire chaque équipe, elle est vraiment super compliquée et elle fait son petit morceau, en fait. Il faut vraiment réfléchir quand même flux de valeur. Donc, le but, c'est vraiment d'aller sur cette première topologie. Et puis, le dernier, c'est la plateforme team. Ce sont les équipes qui fournissent un service, style l'IT, le DevOps, etc. Et donc, ils sont en support des autres équipes. Donc, ici, start-up, petite, on est 30-40. Le but, c'est quand même vraiment de trouver quels sont les Streamline teams qui peuvent nous correspondre. Et donc, la deuxième inspiration là-dessus, pareil, si vous voulez de la littérature, il y a plein de choses à aller lire, voir, etc. La loi de Conway, voilà, ça ne se voit pas très bien, mais si je pourrais partager mes slides, vous pouvez écouter la conf de Julien Topsu là-dessus sur le sujet. Moi, je la trouve vraiment très sympa, voilà, pour entrer dans la matière. Et donc, la loi de Conway, c'est une loi empirique qui dit que, au final, on a le logiciel qui correspond à notre organisation. Donc, suivant comment on est organisé, on va se retrouver avec un logiciel on a des organisations par pays, on va avoir des modules logiciels derrière par pays. Voilà. Donc, c'est de se dire, en fait, on peut l'architecture logicielle, quoi qu'on fasse, au final, elle se retrouve calquée sur l'organisation. Et donc, il y a la loi de Conway inverse qui dit aussi, au final, si vous voulez savoir comment vous organisez, c'est un peu l'idée, essayez de réfléchir quelle devrait être votre architecture produit pour en déduire l'organisation. Donc, nous, on est vraiment parti de ce concept-là, de se dire, si on réfléchit notre organisation, donc, si on repense notre architecture produit, si on met au clair vraiment sur c'est quoi notre architecture produit, et derrière, on pourra en déduire notre organisation, quelle est l'organisation la plus adaptée. Et donc, vraiment, ce qu'on a fait en entreprise, comme point de départ, c'était des ateliers qui amènent à réfléchir vraiment en profondeur l'architecture produit pour que l'organisation qui en découle, pour faire évoluer l'entreprise vers quelque chose qui paraisse naturel pour tout le monde. Donc, ce qu'on a mis en place là, Olivier, quand même, il faut que je te cite, avec Olivier, c'est donc 3 ateliers de 2 heures qui se sont étalés sur un mois. Donc, en gros, c'était à peu près tous les 15 jours. Avec donc 3 ateliers séquentiels. Le premier, le but, ça a été de redéfinir, d'avoir une vision claire du métier de l'entreprise. Et on a essayé d'embarquer le plus de monde possible, plus de monde, non, d'avoir des représentants du plus de services possible de l'entreprise, donc commerce,
Support, donc pour nous, support téléphonique, ceux qui interviennent et puis corrigent les problèmes sur site. Le delivery qui va être ceux qui déploient et qui se servent de nos produits aussi sur site. Les développeurs et product owner, product manager. Et donc voilà, le but c'était d'identifier les principaux use cases. Comment on a fait, je le dis après. Je vous dis juste d'abord les 3 étapes, puis après je détaille un peu sur le comment. Ensuite, on a fait un deuxième atelier qui était l'identification de l'architecture produit. Là, on a commencé à resserrer un petit peu. On est revenu un peu sur ce qui était un peu plus technique. Genre les commerciaux, ils nous ont bien aidés pour les use cases. Puis là, on rentre un peu dans la technique pour identifier nos composants produits. Et puis le dernier, là, complètement avec juste l'équipe développeur, product owner, product manager, c'était sur tester les dépendances. C'est ce qu'on a identifié, les bons composants qui sont bien autonomes les uns et les autres. Donc, comment on a fait ça? Le premier atelier, on s'est projeté sur un autre monde, en fait. Se dire qu'il faut se décaler un peu pour pouvoir réfléchir autrement et vraiment identifier ce qui apporte de la valeur en faisant abstraction de tout ce qui est les technos disponibles, enfin, je ne sais pas, les frameworks, les machins, les outils, etc. Ça, on s'en fiche, on s'adaptera après. Donc, c'est vraiment qu'est-ce qui a de la valeur chez nous, dans notre entreprise, c'est quoi les use cases principaux qui fait qu'on sait que si on arrive à faire ça, derrière, on a de la valeur, on a du business. Donc, pour ça, l'histoire qui a été inventée, qui a été construite, ça a été de se dire, finalement, il n'y a pas eu la Seconde Guerre mondiale, donc il n'y a pas eu l'avènement de tous les ordinateurs. Et ce qui a été mis en place, c'était la mécanographie qui existait avant, c'était avec les petites cartes trouées. Là. Donc voilà, c'est de se dire, bon, on est vraiment dans autre chose, on se décale. Il n'y a pas les ordinateurs, donc arrêtez de réfléchir informatique. C'est quoi la valeur de notre entreprise si on sort de la partie vraiment technique? Et donc là, ce qu'on leur a demandé de produire, ça va être une brochure publicitaire de l'entreprise à la mode un peu product box. Voilà. Et donc derrière, bah, qu'est-ce que vous produisez? Donc voilà, c'était ça, je voyais le travail de groupe. On leur a demandé, voilà, rédiger la brochure de l'entreprise et puis pour présenter les atouts, les promesses, les bénéfices de ce qu'on peut apporter. Et donc, on s'est retrouvé avec voilà, un petit miro, des brochures, et avec donc voilà, des réflexions. Évidemment, on avait mélangé tout le monde, hein. On n'avait pas une équipe, donc on avait 3 équipes de 5, je crois, 5, quelque chose comme ça. On avait dans chaque équipe des représentants d'un peu tous les services. Et donc, ce que ça a donné derrière, c'était assez intéressant, c'est de se dire qu'en fait, les 3 équipes ont identifié vraiment un seul et même use case principal, au final. Donc déjà, on s'est dit, bon, ben, parce que c'était même pas quelque chose qui était sûr, en fait. Par contre, on apporte de la valeur, il y a quand même plusieurs moyens de le faire. Enfin, là, sur la donnée, ça peut être aussi... enfin voilà, je ne vais pas le détailler ici, mais on se posait des questions en tout cas. Et là, ce qui est ressorti, c'est vraiment un use case principal. C'est celui-là qui est à traiter en premier. Et donc ça, c'était vraiment intéressant pour nous. Cet atelier, il a permis vraiment de se projeter sans contrainte technique. Donc, on a vraiment mis ça de côté. Et en même temps, ça n'a pas été si simple de se projeter dans un monde différent. Enfin, voilà, c'était s'imaginer dans un monde sans informatique alors qu'on travaille dans l'informatique. Bon, ça demande un peu quand même de ah oui, mais qu'est-ce que j'ai le droit d'imaginer en fait? Ah oui, c'est ça, c'est rigolo. Je voulais la faire la petite. C'est qu'on est dans un monde du milieu médical. Le milieu médical, c'est aussi super sécurisé, RGPD, etc. Et donc, quand même, il y a le transport, nous, de la donnée. Le but, c'est quand même d'amener de la donnée d'un endroit à un autre. On avait des Doberman, par exemple. Ils se sont dit, ah ouais, mais la sécurité, c'est super important. Donc, comment on le fait là? Eh ben, en fait, ils sont avec leur charrette, avec toutes leurs cartes perforées, là, et un Doberman pour être sûr de ne pas se faire piquer la donnée et qu'on respecte tout. Donc, voilà. Ce que ça a permis, donc, sortir du cadre, faire émerger l'essentiel pour nous. Les difficultés qu'on a pu avoir, c'est aussi quand même donc, de se projeter dans un monde différent, mais ça, c'était le but. Donc, bon, bah oui, c'est compliqué, mais en même temps, bah, allez-y, lâchez-vous. Ne pas comprendre la finalité. Parce qu'après, ce qui est toujours compliqué dans ce type d'atelier, c'est d'en dire, mais pas trop en dire. Parce qu'on veut aussi que ce soit en mode brainstorming, créativité. Il faut évidemment avoir une vision de là où on va aller, mais nous, on veut pas non plus, enfin, on voulait pas non plus mettre un cadre trop contraint. Donc, on a expliqué sans donner tous les détails. Et donc, peut-être que ça a dérangé un peu certains. Et puis après, ça n'a pas été si simple que ça de s'aligner entre les différents services. Et donc, ça, c'est rigolo quand même dans une boîte quand on n'est que 30 et qu'on se dit, ah, on n'a pas tout à fait la même vision. C'est toujours utile de se dire, ah, tiens, c'est vraiment, c'est quoi?
Donc voilà, donc ça c'était la première partie de l'atelier qui nous a permis de sortir avec un use case. C'est ce use case-là qu'on veut traiter. Donc le deuxième atelier, maintenant on a ce use case-là, ok, quelle est l'architecture produit donc on a besoin de mettre en place pour répondre à ce use case. Et donc là, on est parti sur réaliser donc un diagramme de séquence de flux de valeur de l'entreprise. Ça veut dire quoi ça? Donc là, on est passé, c'est pour ça qu'on est avec des gens un peu plus techniques quand même. Donc là, vous avez l'explication ici. Un diagramme de séquence, c'est quoi? Je vais vous dire les définitions Wikipédia, je serai plus à l'aise. Donc, un diagramme de séquence, c'est la représentation graphique des interactions entre les acteurs et le système selon un ordre chronologique en UML. OK. Si je vous donne un exemple, alors c'est un petit exemple que j'ai repompé sur Microsoft, donc c'est pour ça qu'il y a Exchange dans le machin, il y a un serveur Exchange. Si on veut téléphoner à quelqu'un, qu'est-ce qui se passe? On a celui qui téléphone, l'appelant, celui qui va répondre au téléphone, le destinataire. Et donc là, dans notre diagramme de séquence, en fait, on va lister par ordre chronologique toutes les actions et toutes les interactions. Donc j'ai celui qui appelle, je vais avoir mon serveur téléphonique, je vais avoir aussi un répertoire qui va permettre d'avoir le numéro de téléphone et d'appeler derrière la bonne personne. Et donc là, on va se retrouver à dire, par exemple, décrocher, le serveur répond la tonalité, maintenant que j'ai la tonalité, je tape mon numéro de téléphone, enfin voilà. Et donc petit à petit, on a comme ça identifié quels sont les acteurs et quelles sont les actions temporelles qui sont nécessaires. Et donc, c'est ça qu'on leur a demandé. On leur a dit maintenant, on connaît le use case. Voilà, le use case, on l'a retravaillé et c'est celui-là, on l'a vu ensemble. Essayez de définir ces diagrammes de séquence. Et pourquoi est-ce qu'on a demandé ça? C'était pour ce qui nous intéressait là-dedans, c'était vraiment d'identifier tous ces acteurs ici. C'était de se dire quels sont là les jobs on a appelé ça des bureaux en fait. Imaginez-vous des personnes dans une même pièce qui peuvent globalement travailler ensemble entre eux et qui vont juste aller chercher de la donnée, enfin aller chercher des infos, interagir avec les autres, mais ils ont leur pertinence à être entre eux en fait. Donc c'est ce qu'on a appelé un bureau et qui dans les diagrammes de séquence s'appelle un acteur. Et donc voilà, c'est le job qu'ils ont fait. Et ça a été vraiment, enfin voilà, ça nous a donné des choses un peu compliquées, mais c'est le concept en fait, de se dire c'est quoi les différents acteurs. Mais ce qui est intéressant, c'est de se dire que 3 équipes de nouveau ont travaillé et 3 des équipes ont quand même à peu près redéfini je ne dirais pas à peu près, ils ont identifié ce que nous on appelait les bureaux, donc les mêmes acteurs, les mêmes composants qui étaient importants. Et il y en a un groupe, je crois qu'il y en avait mis un en plus, mais qui était genre les sales ou je ne sais plus ce que c'était, mais ce n'est pas important. Mais c'était de se dire, on a vraiment réussi à se dire, mais tiens, en fait, ça, c'est un vrai rôle utile et clé dans notre flux de valeur. Donc, c'était vraiment intéressant de pouvoir identifier ça et donc, nous, de pouvoir identifier ce qui représente dans notre architecture produit des composants qui soient autonomes. Donc voilà, conclusion là-dessus, ça nous permet d'identifier ce qui peut fonctionner de manière autonome. L'idée qu'il y a derrière, quand même, c'est vraiment un bureau, c'est un produit, et un produit, ça sera une équipe. Enfin, c'est comme ça qu'on commençait à se projeter, à se dire, est-ce que ça va le faire? On va voir. Et puis après, ce qu'il faut se rendre compte, c'est comme nos ateliers, ils étaient tous les 15 jours, on n'a pas fait ça à tasser en 2 jours. Et il y a eu de la discussion en interne entre les deux, en fait. Entre chaque atelier, c'était « Ah mais oui, mais qu'est-ce qu'on a compris? Pourquoi? Et ça, et qu'est-ce que tu en penses ?» Et donc, tout ce process de discussion en off, il était aussi très intéressant. Les difficultés, c'est de décider du bon niveau de détail. On descend jusqu'où dans la liste des actions, des interactions, etc. Et puis, toujours de se projeter. On en fait quoi maintenant? Ça va servir à quoi? Comment on fait, quoi? Et donc, dernier atelier, c'était on est censé avoir trouvé les composants autonomes qui sont. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vraiment des composants qui sont autonomes et qui fonctionnent bien en autonomie, justement? Et donc là, la question de poser aux participants, qui étaient les développeurs et les PO, c'est si vous devez définir des API, c'est quoi en fait? Quelles vont être justement les interactions entre un bureau et un autre? Et donc voilà, le but était de vérifier que c'était pas si on se retrouvait avec quelque chose où on avait dans tous les sens qui partait dans les uns, c'est qu'on avait quelque chose qui était trop complexe et qu'il y avait des dépendances. Et donc là, on essayait de voir si cette côté complexité, où on en était. Et donc on a pu, ils ont refait aussi ce même travail. Il y en a certains qui sont repartis du diagramme de séquence, d'autres qui ont fait en version post-it. Mais on a pu se rendre compte que globalement, ça passe, ça tourne, enfin, c'est fonctionnel. Les API, on arrive à les imaginer et sur quelque chose d'assez simple. Donc, on arrive sur une architecture qui n'est pas trop complexe et qui paraît pertinente.
Ça nous a permis de confirmer l'indépendance de ce qu'on avait identifié comme des composants dans les bureaux. Et puis, ouais, tout n'était pas rose non plus. Dans les points positifs, on peut dire, ça nous a permis d'identifier aussi certaines fonctionnalités où on avait besoin de clarifier un peu, parce que, en fait, on ne savait pas trop où le mettre, ou est-ce que c'était vraiment là, pas là. Ça fait quoi, en fait, ce truc-là qu'on a toujours dans notre backlog, c'est pas... Hein. Donc, voilà, le côté post-it rouge, là, qu'on met sur le côté en disant, il faudra le traiter, mais on ne peut pas tout faire aujourd'hui. Et donc voilà, ça nous a permis de les identifier. Et en même temps, c'est un peu toujours perturbant de se dire, quand on est là en atelier en train de se dire, en fait, ça, je ne sais même pas où le mettre, quoi. Donc, est-ce que c'est normal ou pas? Bon, ça fait partie du boulot, quoi. Et donc après, au niveau des difficultés, le niveau de détail, pareil. Et aussi, on ne traitait que le flux, là, dans l'atelier de 2 heures, ne traitait que le flux nominal, que ce qui marche. On n'a pas traité tous les cas d'erreur, comment ça doit se comporter, etc. Donc, c'est limité quand même au final. Donc, oui, j'ai ça. Donc voilà, on a pu enchaîner ces 3 ateliers qui vraiment, la logique a fait qu'on est parti de l'ensemble des personnages, des personnes de l'entreprise qui ont réfléchi à ce que c'est les use cases pour arriver jusqu'à quelque chose où on a défini des composants autonomes qui sont là et qui nous paraissent en fait avoir une architecture produit qui soit vraiment logique. Donc derrière, le but c'était de se dire quand même on repense l'organisation produit et donc comment j'ai fait ça après derrière, c'est que j'ai continué, mais avec l'équipe. Là, le but, c'était d'embarquer tout le monde et de se dire, bon, maintenant, on en fait quoi? Comment est-ce qu'on s'organise? Donc, on a fait une journée d'équipe, tous ensemble, avec un focus sur l'organisation. Pour faire ça bien, une petite intro du CEO qui dit blabla, c'est fantastique. Et ça, c'est très utile. Voilà, un travail très intéressant sur l'organisation produit. Moi, de mon côté, une petite intro, team topology, où est-ce qu'on va, pourquoi est-ce qu'on fait ça. Et puis après, je décider ensemble, la liste de tous les topics, de tous les sujets à décider ensemble. La première étape, ça a été de dire, là, j'arrive avec une architecture produit où on a identifié qu'il nous faut un paquet sur les images, un paquet sur la donnée structurée, un paquet sur la data science. Un petit peu. Et ma question, parce que moi, en tant que manager, je n'avais pas envie de leur dire, voilà, regardez, les équipes, c'est ça, je pense que là, blabla, telle personne, c'était... Moi, ma question, ça a plutôt été de leur dire, on a identifié cette architecture produit, vous voyez où, vous, dans cette architecture produit? Donc, c'est vous arrivez, chacun, vous avez votre post-it, votre nom, et allez-y, comment vous pensez, où vous pensez être? Et donc, ça a été ça sans surprise et c'était cool aussi, en fait. Parce que le process a fait que les gens se sont positionnés là où on pensait que c'était une bonne chose et pour tout le monde, en fait. Il n'y avait pas eu de grosse discussion. Il y a eu, en gros, une personne qui était un peu entre les deux, entre 2 équipes, parce qu'elle était PO de 2 sujets, elle ne savait pas trop où se mettre. On a dit, c'est permet d'identifier le fait que, soit tu es sur les 2, mais au moins on le voit, tu es transverse, soit, en fait, il va falloir choisir. Et puis après, je sais pas, une développeuse aussi qui avait tellement touché à tout qu'elle dit, mais je serais capable d'être partout. Je fais, oui, tu es capable d'être partout, mais jour d'aujourd'hui, où est-ce que tu penses que c'est pertinent que tu sois? Et donc là, c'était bon aussi, en fait. Et donc, ça a été vraiment intéressant de se dire qu'on a pu restructurer, non, j'aime pas le terme restructurer, faire évoluer les équipes, mais ça s'est fait tout naturellement. Quand on est arrivé à l'organisation des équipes, tout le monde était OK pour se dire que oui, c'est une bonne façon de tenter les choses, en fait. C'est pas forcément, en plus, c'était pas, c'est gravé dans le marbre, évidemment. C'est, on essaye et puis on verra ce que ça donne. Donc, qui est dans quelle équipe? La partie fun, un peu, c'est aussi quel nom d'équipe. Maintenant, il faut choisir des noms d'équipe. Donc, avec les vétos, les votes. Et puis, finalement, à la fin, on a voté, mais on n'a pas respecté notre vote. Mais c'est pas grave, on était quand même d'accord sur la décision qu'on a prise. Le côté, on a fait des équipes avec tous les rôles regroupés dans une seule et même équipe, feature team ou équivalent, là, mais streamline team. Mais il y a la communauté de pratique, en fait. Les développeurs, ils ont besoin de discuter entre eux pour techniquement, ils se posent des questions. Les PO aussi. Là, on a une équipe de recherche aussi. Donc, c'est comment on fait vivre cette communauté de pratique. Donc, c'était une vraie question que là, on s'est posée en disant, qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce qui doit être l'ordre du rituel qu'on garde, des choses à la demande, les non officiels. Je sais plus, je crois que les devs, ils ont mis le café... Non, il n'y a pas un petit café dev, je ne sais plus, mais enfin voilà. C'est très bien, c'était l'idée de se dire, c'est important aussi de garder cette partie communauté de pratique. Moi, mon job aussi, ça a été de se dire, ça, on ne va pas le rajouter à l'existant.
Donc maintenant, on fait pas table rase, parce qu'il y a aussi des choses qui marchent, mais on reprend tout ce qui existe, surtout au niveau des réunions. Enfin, je sais pas vous, mais nous, hein, on reprend tout ce qui existe au niveau des réunions, on voit si elles sont encore pertinentes ou pas, à quelle fréquence, quelle durée, quoi. Et c'est le moment de faire un peu du ménage là-dedans, quoi. Donc voilà, c'est ce qu'on a fait. Se poser la question de, est-ce que dans les bureaux, on bouge? Parce que voilà, j'avoue que c'est la question, moi, je trouve qui est la plus délicate au final. Est-ce que les gens, voilà, parce qu'ils avaient, enfin, chacun aussi a ses habitudes. On est dans une start-up où les locaux font que, certaines fois, on a des pièces, enfin, voilà, avec le télétravail, surtout, pas les locaux, c'est le télétravail fait que, certaines fois, on a des pièces vides, donc les gens bougent quand même, ont l'habitude de bouger les uns les autres, mais ils avaient quand même leur groupe, quoi. Et donc, on l'a redéfini, on l'a testé, et je pense que au jour d'aujourd'hui, on est arrivé à un entre-deux, non, un juste milieu plutôt, de se dire, juste après, on a dit, ouais, d'accord, maintenant, il faut qu'on fonctionne en équipe, donc chacun, voilà. C'était bien parce que ça a permis de créer de nouvelles interactions, associations entre des gens qui bossaient pas tant que ça ensemble avant, alors qu'ils étaient sur des sujets vraiment très proches. Donc ça a vraiment bien marché. Mais il y en a aussi où je sens ça, à qui ça a manqué. En fait, ils ont perdu des liens qu'ils avaient parce qu'ils n'étaient plus dans le même bureau. Et donc, on voit maintenant des gens qui sont dans le bureau et puis, le vendredi, il y a moins de monde, je viens avec toi, etc. Et ça, c'est cool aussi, en fait. C'est le but de retrouver aussi la liberté de, en fait, chacun s'installe où il veut. Mais je pense quand même au début, ça a été important. Il y a vraiment sur deux équipes sur les trois, sur lesquelles ça a vraiment créé une dynamique d'équipe et de groupe. Donc ça a été ce positionnement physiquement dans les bureaux, ça a été vraiment intéressant. Et après, ça a été fait plus tard. Le côté virtuel, remettre Teams propre, etc. C'était pas le jour J. Donc voilà, au final, la partie en amont, c'était des ateliers, toute l'entreprise, réfléchir l'architecture produit. Et quand on est arrivé sur faire évoluer notre orga, on l'a fait ensemble en équipe. Et on s'est posé les questions des équipes, des communautés pratiques, etc. Et avec vraiment l'optique de, on se laisse le temps de tester, d'améliorer, de garder ou pas ce qu'on veut. Et donc maintenant, pour terminer, sur la partie nos apprentissages, mais franchement, les retours que j'ai envie de vous faire sur le déroulé, en tout cas des ateliers, ça a été vraiment très intéressant et la construction logique a fait que ça s'est bien, enfin voilà, ça a été assez fluide entre les ateliers les uns avec les autres et ça a été aussi une construction ensemble au final. Et tout le monde a pu évoluer tranquillement parce qu'aussi, alors c'est pas du temps long, mais c'était pas du temps court non plus. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'avoir 15 jours entre chaque atelier, c'était quand même intéressant. Au niveau produit, ça nous a permis, mais c'est plutôt, alors ça a été, donc vous voyez les dates, c'était mars, donc mars de cette année. Les réflexions produits, elles sont en cours en fait. C'est maintenant qu'on se dit, bon, ça y est, l'orgas, c'est bon, ça tourne, machin, etc. Si on revient sur les produits, on se rend compte là tout de suite, en fait, chacun de nos composants qu'on a là identifié, etc., c'est pas super clair. C'est quoi vraiment les limites, ce qu'on veut faire, les responsabilités de chaque composant, où est-ce qu'on met les interactions avec un produit ou un autre. Et donc là, on est vraiment en train de se reposer des questions et d'ailleurs de se dire, est-ce que c'est les bons noms de produits, parce que c'est toujours aussi savoir trouver les bons noms pertinents. Et après, sur un plus court terme, au final, au niveau de l'orga, donc ce que je vous disais, c'était aussi… ah non, ça, pas de rapport. Le premier état, oui, je n'en ai pas du tout parlé dans la presse, mais on a au niveau de l'orga produit, on a donc, nous, on avait les développeurs et les PO, et il manquait le dernier maillon de la chaîne, qui est la partie support qui déploie, en fait. Et donc là, c'était de se dire, est-ce qu'on arrive à les inclure avec nous, parce que c'est vraiment important d'avoir le flux de valeur du début à la fin. On n'a pas pu le faire parce qu'au final, l'équipe qui gère le support, elle était déjà, enfin, comment dire, elle avait un fonctionnement où tout marchait super bien. Ils étaient au top de leur organisation, etc. Et on avait peur de casser un peu ça sur le moment. Donc, on a plutôt choisi de se dire, on va les inclure dans nos délits, on va les faire venir un peu chez nous, petit à petit, là. Et puis voir un peu, pouvoir avoir plus de liens. Sachant que cette équipe support, je veux dire, à chaque fois qu'ils ont un bug, évidemment qu'ils allaient parler aux développeurs. Donc, le lien, il existait déjà. Par contre, ce qui s'est construit, c'est aussi dans l'autre sens, en fait. Les développeurs avaient moins l'habitude de se dire, je suis en train de bosser là-dessus, je vais le préparer, on va le déployer, machin, tout ça. Et donc là, d'inclure les personnes de la partie déploiement beaucoup plus en amont, ça a été rigolo, mais les 2 premières semaines, j'ai vu des discussions que je n'avais pas vues avant. Après, c'est tellement tombé dans la normalité que maintenant, on s'en rend plus compte. Mais tout au début, c'était dire, ah mais oui, ça c'est une bonne idée, ah mais oui, ça avec le client, machin. Et on s'est retrouvé avec, en fait,
Avant, c'était que dans un sens. Enfin, voilà, genre, je te remonte les bugs et viens m'aider. Et maintenant, on est passé dans l'autre sens. Bah, je développe. Est-ce que tu as des idées, toi aussi? Donc, c'était vraiment sympa. Ça a permis, enfin, c'est toujours le but, hein, souvent quand on fait évoluer les organisations, de redéfinir pour que chacun ait une place qui soit bien claire. Et là, l'impact a été aussi beaucoup au niveau du travail collectif. Ça a permis de créer, au début où en fait au final chacun avait sa fonctionnalité, son produit, etc., quelque chose qui est beaucoup plus collectif. Et s'il y a quelque chose qui en ressort vraiment, c'est en plus cette envie maintenant de toujours des équipes de dire on veut continuer vers encore plus de collectifs. Donc ça a été vraiment un déclencheur qui a dit bon, maintenant on a vraiment envie de faire que les choses tous ensemble, c'est plus pertinent, on avance mieux, etc. Et donc c'est vraiment continuer en collectif quel que soit le sujet. Et oui, voilà. Par contre, la communauté de pratique, elle n'est pas si active que ça. Donc, c'est un vrai. Il faut vraiment, vraiment. Enfin, y mettre. Non, c'est pas y mettre de l'énergie, en fait. Je trouve, en tout cas, de mon côté startup, où on est toujours un peu speed et on a toujours trop de choses à faire, c'est laisser le temps, de lui laisser le temps d'exister à cette communauté de pratique. Et c'est pas si simple. Voilà, voilà. Voilà un peu ce que je pouvais vous partager sur la partie orga produit, les réflexions qu'on a pu avoir dans notre entreprise.